Les voitures des années 90, elles avaient quelque chose de très particulier. C'est qu'elles nous donnaient l'impression que le temps était figé, en fait. Qu'il n'y aurait plus d'évolution. Quand tu avais un 16, tu te sentais invincible. Et ceux qui avaient la Turbo 16, on se disait, mais eux, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est la supercar. Parce qu'on savait très bien que les vraies supercars, elles, Ferrari, Lamborghini, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas GMK, il n'y avait pas ces gens qui te donnaient l'impression que c'était potentiellement possible d'acquérir un jour ce genre de véhicule. Donc pour nous, le Graal, c'était T16. Voilà. Et quand tu avais un 16, tu avais abouti ta vie. Et il ne pouvait pas y avoir mieux plus tard. Et en fait, cette illusion, qui était dans toutes les têtes des passionnés, nous faisait matraquer les bagnoles parce qu'on se disait, bah, de toute façon, il y en aura toujours. Déjà, toutes les semaines, les casses se remplissaient par camions entiers de bagnoles qui avaient fait plusieurs tonneaux le week-end au run, etc. et tout, tu vois. J'ai recueilli avec des années plusieurs témoignages de personnes entre la 40 et la cinquantaine qui me disaient, mais avant, mon gars, tu voulais un moteur de R5 GT Turbo, c'était 2000 francs, enfin, c'était, je sais pas si tu te rends compte, 2000 francs, c'est 300 €. Hein. 2000 francs dans une casse. Que là, un moteur de GT Turbo, déjà, pour en trouver un, faut que tu te scies une jambe. T'as compris? Donc c'était quand même une période très particulière où tu savais que tu pouvais marbrer ta bagnole, tu t'en fous. Les casses regorgeaient de pièces, il n'y avait que ça, que ça. Donc tu avais un comportement délinquant sur la route. Parce que tu te sentais invincible dans ton 16, parce que bah, les routes n'étaient pas autant surveillées qu'aujourd'hui, parce que l'architecture même, alors je ne sais pas si on appelle ça architecture, mais c'est le fait qu'il n'y avait pas de rond-point, qu'il n'y avait que des feux, qui par chance étaient toujours au vert. Ou s'ils n'étaient pas verts, ta daltonie les faisait verdir. Donc généralement, ça tapait dedans puissance 1000, tu vois. Les années 90, c'était vraiment les années de massacrement de véhicules. Ensuite est venue la mode du diesel performant, entre guillemets, c'est-à-dire économique, de base, et en plus performant. Supposons, là on est dans l'exemple d'une Calibra, tu as une Calibra 16 soupapes. Mauvais exemple, on annule, parce que cette voiture-là, elle a une particularité, c'est le suppositoire maléfique. D'origine, sans motif, sans rien, ça pointe gamin. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, gamin? 405 MI16. Supposons tu es dans ta 405 MI16, tu vois, 260 000 km, entretenu et graissé à l'eau de pluie, tu es là, et en fait tu tombes sur une 306 HDI, t'es mort. T'es mort. T'es mort de couple, t'es mort de silence, t'es mort de vanegère, t'es cuit. Et en fait, vu que t'es cuit, bah tu te dis je veux cuire. Je veux plus être le cuit, je veux être le cuiseur, je veux être le cuistot. Pour être le cuistot, je veux mon TDS. T'as compris? Et voilà, en fait, du coup, les voitures qui ont été marbrées les week-ends au run, retournées dans des champs, moteurs éclatés par maltraitance ou mauvais entretien. Toutes ces bagnoles-là, elles se sont entassées dans le néant. Elles sont mortes, en fait. Tu vois, il ne reste que quelques survivantes à notre époque. Si vous voulez faire un point rapide dans votre tête, prenez un exemple au hasard. Au hasard, Sirocco MK2 16V. Voilà. Regardez le nombre de véhicules produits. Tu vas sur Wikipédia, tu as le nombre de véhicules produits. Et faites-vous une idée du nombre de véhicules restants en circulation en allant sur des groupes Facebook, des trucs comme ça. C'est mort. Il n'y a plus rien. Et je vous ai donné un exemple de Sirocco, mais c'est valable pour toutes les petites Youngtimers sportives d'époque. Il n'y a que les Volkswagen qui ont l'air de résister au choc. Parce que Volkswagen a cette garantie retour à la baraque. Et une fois que tu es à la maison, vu que tu as toujours ton fameux beau-frère, menuisier, électricien, fumeur de shit, qui va te sortir de la merde, et on va dire que Volkswagen, c'est un constructeur qui prévoit que ses utilisateurs soient des cassos. Oui, tu peux te sentir insulté, c'est pas grave. Est-ce que tu sais ce que c'est ce truc-là là? Les petites Youngtimers sportifs d'époque se font extrêmement rares aujourd'hui. Et j'ai pas dit rares en bon état, j'ai dit rares tout court. Et d'en trouver en bon état de conservation, parce qu'il y a un piège, c'est conservation et restauration. Conserver, c'est elle a toujours été en bon état, et nous l'avons conservée. Voilà. Donc les conserver, on n'en parle même pas, c'est inabordable financièrement. Et les restaurer, elles ont toujours ce petit truc de bah ouais, mais quand je fais Istovec, elle a 800 000. Tu vois, même si là aujourd'hui elle présente très bien, elle est très belle, les moquettes sont neuves, tout ça. Istovec dit tout l'inverse. C'est ça le problème. Donc en fait, trouver des pépites relève du défi, et trouver des dégueulasseries et les remettre en bon état relève du défi
aussi. Ce vidéogramme que tu t'apprêtes à voir, c'est l'histoire d'une Calibra, parmi toutes celles qui ont été produites. Une Calibra 16V, voilà, qui va être remise au propre par mes soins. Car il s'avère que j'ai une petite histoire avec Opel, je te raconte ça vite fait. Alors, le véritable narratif au complet particulièrement intéressant se trouve sur la chaîne. Ces 4 vidéographies ont été racontées avec un niveau de détail extraordinaire. Ma mémoire était parfaitement fraîche au moment où je raconte toutes ces anecdotes particulièrement intéressantes. Il y a de la joie, il y a hélas un peu de tristesse, il y a de la garde à vue, il y a de la saisie, il y a de quoi te tenir en haleine du début jusqu'à la fin sans que tu aies le temps d'aller pisser. Donc, étant donné que ce sont des vidéos narratives, tu as soit la possibilité de les regarder, si tu veux voir ma gueule des années 60, soit les écouter, tu appuies sur play, tu poses ton téléphone, tu travailles, tu fais machin, et tu découvres l'histoire extraordinaire que j'ai vécue avec ces quelques véhicules. Mais là, je te fais un petit résumé assez rapide. Quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai commencé par une Opel Vectra GT, 150 chevaux, code moteur C20XE, donc un 2,16 qui marchait 10 tonnes. Ce qui était particulièrement étrange, c'est que je m'attendais pas à ce qu'une berline ça fonctionne. Sauf que les berlines d'époque n'étaient pas aussi lourdes que les berlines d'aujourd'hui. Tu vois, avant, c'était grand, mais il n'y avait rien dedans. C'était creux, en fait. Si tu veux une voiture, c'était... Ça me fait penser un petit peu aux cabanes quand on était petit. Tu sais, les cabanes, tu les construis, tu peux faire un grand truc. Mais quand ton père il voit que c'est dangereux et que tu machin, il vient, il met un coup de masse et tout s'écroule, tu vois. Les voitures d'avant c'était ça. Quand tu fonçais dans un mur, bah malheureusement c'était le mur qui gagnait, tu vois. Puis toi t'étais en miettes, t'avais plus de dents, t'étais cuit. Cette voiture-là marchait très bien, j'en ai un excellent souvenir. Malheureusement il s'est produit des petits événements, voilà, on l'a fini en casse. Tant pis. Et il se passe un phénomène assez particulier chez les personnes qui ont eu leur permis récemment, c'est que quand ils achètent une voiture d'une certaine marque, quand la voiture meurt ou qu'ils en changent pour X ou Y raison, ils restent dans la même marque. T'as pas remarqué? T'as les pros Peugeot, t'as les pros Citroën, les pros Ford, machin. C'est toujours comme ça. Et quand ils changent, ils restent dans la même marque. C'est fou, hein? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne jurent que par Renault. Par exemple, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Hein. Tu vois, ils ont vécu tous les traumatismes des débuts des cartes. Tu sais, dans les Laguna DCI, là. Les turbos qui coulaient, les machins, les moteurs qui s'emballaient. 8000 tours en plein centre-ville, et repartait sur du Renault. Parce que le bon commercial qui avait son diplôme et qui savait s'exprimer, tu vois, un espèce de Sylvain, si tu préfères, il arrivait à convaincre la personne qui avait créé un saucisson de fumée dans une rue qu'il fallait reprendre un autre modèle du fabricant. Parce que celui-ci, il avait la rage, il fallait l'euthanasier pour son bien. Mais t'inquiète, la prochaine, elle fera plus ça. Elle fera un autre truc, mais pas ce truc-là. Comme ça, tu auras tout le catalogue des pannes. J'ai eu la fumée, j'ai eu la culasse, j'ai eu la roue qui m'a dépassé à 160, la roue arrière. Ouais. J'ai eu le pare-brise quand j'ai freiné et tombé. Tu vois, en fait, il existe un catalogue de pannes, comme Panini à l'époque, tu vois, et avec tes autocollants, tu dois remplir les pages, tu vois. Ah, t'as eu la boîte à gants qui tombe toute seule? Ouais, moi j'ai eu les phares, les deux ampoules claquent en même temps sur la route. À 1 h du matin. Ouais, ça c'est... j'ai l'autocollant, je l'ai. Donc si tu préfères, je suis reparti sur une Opel Tigra. Et l'Opel Tigra a cette particularité qu'elle est très mignonne. C'est une petite voiture très mimi, tu vois, mais elle a rien dans le sac. Même si tu la prends dans sa version la plus performante, 1,6 litre, 106 chevaux. Elle fait un beau bruit, le moteur fait une belle sonorité. Ça avance pas. Tu peux pas faire la loi. Je parle de la loi Aurel, la loi du clodo, en vérité. Mais quand t'es un clochard, t'appelles ça la loi de tout court. T'es comprends ce que je veux dire? Il eut vent à l'époque qu'on pouvait mettre un moteur plus gros dans une bagnole. Ça s'appelait un swap, cette opération. Et il y avait le forum, d'ailleurs je crois qu'il existe toujours ce forum, Blitz GSI, tenu par Franck, camarade Zaitsev. Et si tu veux, le swap le plus accessible, le plus rapide, le plus tac-tac, c'est de mettre un 2,16 litres Atmo. Ces moteurs se trouvent dans des Calibra ou dans des Vectra, ou t'as compris. Et comme les années tuning obligeaient à améliorer des voitures qui étaient déjà à peu près belles de base, en fait les Calibra, elles ont vécu le tuning comme... c'est comme les meufs sur Instagram qui se boursouflent les cuisses et les hanches. BBL, ça s'appelle l'opération. Le chirurgien il vient, tu vois, il a sa clope comme ça. Qu'est-ce que tu veux? À bouffer? Il prend la seringue. Et ben le tuning à l'époque c'était pareil. T'as une Calibra, pare-choc avant, arrière, bas de caisse, des pots comme ça, des bazars, des battues. Regarde celle-là. Et il y avait aussi des Calibra mal en point. Donc j'ai récupéré à l'époque une Calibra, j'ai récupéré sa mécanique.
après avoir roulé avec, ce qui a occasionné chez moi un énorme regret. Elle n'était pas si morte que ça en fait. Et comme après je n'en ai plus vu sur les routes, j'avais un pincement au cœur, j'avais un coup de nostalgie quand même. Je me suis dit putain, j'ai quand même broyé une Calibra juste pour prendre un moteur et le foutre dans une Tigra, tu vois. Donc quand j'ai fait la rencontre de Thomas Chatrex, que je te raconte tout de suite, je n'ai pas pu refuser d'acheter cette Calibra qu'il m'a proposée à la vente. Alors Thomas Chatrex, qui est-il? C'est un tenancier d'une casse qui porte son nom, Chatrex. En fait, si tu veux, la casse Chatrex, pour te donner un comparatif par rapport à ses consoeurs, c'est un peu comme si tu compares une Formule 1 avec une Ferrari. Une Ferrari, c'est cool, c'est bien, mais une Formule 1, tu vois, coup de poing huracan. Thomas Chatrex, un véritable passionné automobile qui, depuis son œuvre de base, depuis qu'il a récupéré cette casse, a réalisé un héroïsme extraordinaire, celui de faire obstacle à la destruction de Youngtimer ou tout simplement de véhicules qui valaient quand même la peine d'être sauvés. Ça s'appelle la conservation du patrimoine automobile. Et ça, faut avoir un cœur battant de passionné pour agir de la sorte. Donc merci à Thomas Chatrex pour son œuvre, qui se poursuit d'ailleurs. Hein. Donc c'est une œuvre passée, présente et future, si tout va bien. Ça se poursuivra de cette façon-là. Donc Thomas, j'ai fait sa rencontre par l'intermédiaire de Franck, chez qui je me suis rendu pour l'événement des 40 ans de la 205. Donc j'ai refait avec Vincent de Mad Forge Motors la 205 de son grand-père Papou. Voilà, donc on a refait les freins, les machins, les pneus, les ceci, les cela, pour qu'il puisse se rendre aux 40 ans de la 205. Hello, I'm Frank and this is my 205 story. Étant donné que Franck avait besoin de certaines pièces pour sa 205 T16, justement à la casse Chatrex, il m'a proposé de l'accompagner, je l'ai accompagné, et arrivé là-bas, j'ai fait la rencontre de Thomas, il nous a présenté un petit peu sa collection personnelle. Parmi ses doublons, il en vendait quelques-unes, parmi ce lot, il y a la Calibra, et c'est la première que j'ai été chercher, et dont on va voir l'épisode de remise au goût du jour, gamin. L'Opel Calibra, c'est quand même un véhicule qui a du charme. C'est quand même assez rare d'en voir tous les jours. Et parmi celles qu'on voit, c'est très rare d'en trouver en bon état. Par chance, celle-ci l'est. Elle n'a pas souffert d'un tuning profond. Quand tu vois que l'ancien propriétaire a quand même laissé les jantes en 15 pouces, c'est quand même le signe de « je veux garder ma Calibra propre ». Les jantes, 15 pouces sur une Calibra, c'est la première chose qu'il faut foutre au feu. D'ailleurs, il a existé, je te mets l'image, des jantes 17 pouces BBS d'origine. Ça a quand même un peu plus de charme, on est bien d'accord. La Calibra, c'est surtout le 3/4 comme ça qui déflingue et le profil. C'est un petit poisson en fait. Elle fait partie des coupés qui sont un peu intemporels. Il y a encore beaucoup de gens qui se retombent dessus. Hein. Les phares d'origine éclairent absolument que dalle. Il faut une modification parce que les ampoules ne reçoivent pas du 12 volts. Un peu comme les Corrado, voilà. Corrado Calibra, ça éclaire vraiment pas grand chose, tu vois. Donc ceux-là, ils éclairent bien. Alors l'ancien propriétaire a eu l'idée de rajouter ces choses. Ce sont des... Je sais pas comment ça s'appelle. Ils sont couplés avec les pleins phares. Donc quand tu mets les pleins phares, on va dire que tu vois plus que bien. Bien évidemment, ça va être démonté, ça va être brûlé. Hein. Tu te doutes bien que je vais pas laisser ça. C'est pas joli. C'est pas sexy. Hein, voilà. La Calibra est une base d'Opel Vectra A. Donc on prend une Vectra, on la mouline un petit peu et puis on obtient ça. C'est joli, hein, je la trouve très belle moi la Calibra. Calibra, Fiat Coupé, Corrado. C'est un peu la même famille, tu vois, c'est des coupés. Hein. Ce sont des coupés. L'intérieur est joli. Non. Non, il n'est pas joli, il est juste un peu fashion, tu vois. Les sièges sont très propres, ils sont en tissu. Et c'est un tissu un petit peu gaufré, tu vois. Tu vois la texture? Ils sont en très bon état. Les places arrière, tu peux asseoir qui tu veux, il y a une place extraordinaire. Tu mets 2 adultes sans problème, donc autant dire que les enfants, c'est... voilà quoi. Il y a de la place. Alors chez Opel, ils aiment bien faire ça. Ils font des portières de 17 mètres. Ce qui fait que si jamais sur un parking, tu es un petit peu serré avec le véhicule d'à côté, le premier angle de la charnière, c'est celui-ci. Ici. Là, tu cognes déjà dans la bagnole. Hein. La Tigra, c'est pareil. Des très longues portières, le siège, il est tout au bout contre le tableau de bord, et puis c'est nul, c'est chiant. Les espèces de bas de caisse rajoutées... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On va faire un essai, on va les démonter. On verra si c'est stylé, et si c'est le cas, on les remettra pas, d'accord? Parce que je trouve que c'est dégueulasse. Et là t'as le mec qui cherche désespérément ses bas de caisse en bon état depuis des années qui se dit « Quoi ?
Tu vas t'en débarrasser. Mais je les veux, moi. Alors, j'ai jamais compris un truc. Est-ce qu'on dit aileron, béquet, spoiler? C'est quoi le mot, le vrai mot dans l'histoire? C'est quoi? Alors, le double fusil galactique. Il est parfaitement dans ses cylindres blocs, la ligne d'échappement est bien installée, ça dépasse comme ça d'origine. Tu vois, si jamais un jour tu veux dévisser l'antenne, tu vois, tu as une marche ici. Tu peux commencer à escalader le véhicule. C'est pas joli, hein? Tu en conviens que c'est pas joli? Bon. Alors, on le verra dans les vidéos techniques, c'est-à-dire dans la suite des événements de ce véhicule. Le système de frein à main, ce sont des mâchoires à l'intérieur du disque. Ce véhicule souffre du même mal que toutes les voitures qui ont en temps normal une transmission intégrale mais qui sont en traction. Je suis sûr que tu n'as pas compris, je vais répéter. La Calibra a été basée sur la Vectra A, disais-je, mais la Vectra A 4 roues motrices. Donc la Vectra Turbo en quelque sorte. Elle a le plancher d'une Vectra Turbo. C'est-à-dire que le train arrière est fait pour transmettre du couple aux roues. Donc c'est un espèce de multibras dégueulasse. Et la particularité de ce véhicule, là, bonsoir messieurs dames, c'est qu'en fait les pneus arrière se bouffent d'une manière complètement irrégulière. Ça fait des escaliers en fait si tu veux. Alors vous avez les Golf 5 qui font ça, les Golf 6, parce que les Golf 5 sont basés sur des châssis 4 roues en fait, 4 roues motrices, mais sans arbre de transmission, sans pont arrière, etc. Et du coup ça bouffe les pneus en carré, c'est bizarre mais c'est comme ça. C'est un véhicule qui est difficile à... pas difficile à conduire, mais qui est très chiant à conduire. Une fois que tu es installé dedans, tu peux faire de la route, il n'y a pas de problème. Mais le protocole pour s'installer dedans, il est nul, il est nul, il est nul. Déjà, comme je te l'ai dit, le siège est super en avant. D'accord? Donc tu peux pas, en quelque sorte, t'appuyer là, tu vois. Des fois, tu fais une petite technique quand tu t'installes dans ta bagnole. Là, il faut que tu te baisses beaucoup, parce que la voiture est fine, tu vois. C'est-à-dire qu'entre le plafond et le plancher, il n'y a pas une grande distance. Et en plus, le siège est fort en avant. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu remarqueras, parce que tu as l'œil incisif, avisé et luxueux, qu'il n'y a pas les boutons de lève-vitre. Ici. Ils auraient très bien pu mettre le bouton de lève-vitre ici, tu vois, à côté de la poignée. Non, ils ont mis le réglage des rétros. Ah, c'est bien connu, les rétros, on les règle toutes les 5 minutes. Hein. Alors les boutons de lève-vitre, ils ont été mis ici au milieu. Sauf que c'est nul. C'est nul. Même quand tu sais exactement où ils sont, tu passes ton temps à faire un espèce de mouvement du bras cassé en arrière pour baisser. C'est nul à chier. Bouton de phare des années 70. Voilà. Le compteur est assez fashion, comme je te le disais précédemment, surtout quand la nuit est allumée. Il existait 2 sortes de volants. Le premier que je te fais apparaître est celui-ci. Voilà, ils sont jolis. Levier de vitesse, c'est cool. Alors, ce ne sont pas des câbles qui animent le sélecteur sur la boîte. Ce sont des tringleries à rotule. C'est nul à chier. Là-bas, on a 2 manos d'origine. Alors, toutes les Calibra ne l'ont pas, mais bon, celle-ci, elle l'a. Donc, on a un mano de pression d'huile et un mano pour la tension de batterie, pour voir si l'alternateur charge ou pas. Ce véhicule est pourvu de la clim, mais c'est une climatisation qui est manuelle, donc c'est à toi de gérer le petit volet qui se trouve en haut. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux soit mettre... En fait, tu peux mettre l'air chaud ou froid hein, au pied et au pare-brise en même temps, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les véhicules de cette époque-là. De cette époque-là, j'entends. Parce que quand tu as une climatisation électronique, évidemment, tu choisis d'envoyer l'air là où tu veux, on est bien d'accord, parce que tu as plusieurs volets qui sont animés par des micromoteurs. Alors que là, on a, c'est un système à câble, on sent hein, d'ailleurs, hein, et tu peux faire pare-brise et pied, ce qui est très rare. Ici, on a la température ainsi que l'horloge. Hein. Très pratique de quitter les yeux de la route pour regarder quelle heure il est. En plus, c'est pas, tu vois, là, je suis au niveau des yeux, tu vois. Alors, avant que tu penses que je suis un psychopathe, sache que alors, des horloges situées à des endroits improbables dans l'automobile, ça s'est déjà vu avant. Sauf que si la Calibra est pourvue de l'afficheur entre guillemets multifonction, eh bien cet afficheur-là se trouve à la place de l'horloge. Donc si tu veux savoir quelle est ta consommation moyenne ou d'autres informations de cet ordre-là, en effet, tu dois vraiment quitter les yeux de la route. Et c'est là que ça devient problématique. L'heure, à vrai dire, on s'en fiche. Ce moteur développe 136 chevaux. C'est le remplaçant du C20XE, Red Top.
pour les intimes. Donc voici la photographie. Le Red Top développait 150 chevaux, en tout cas pour les versions européennes, etc. Et ce moteur Ecotec développe d'origine 136 chevaux. Et là on se dit, oh bah merde alors, tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Où sont partis les 14 chevaux? En fait, ce moteur-là développe 170 chevaux. Mais il a été bridé. Alors, on va voir justement dans les prochains épisodes un petit peu, parce que je vais la rafraîchir, je ne peux pas laisser une couette, hein, 2 personnes sous le capot, un environnement dégueulasse, une boîte à air toute crasseuse, etc. Je peux pas laisser tout ça comme ça, on va faire un gros coup de propre. La voiture est propre extérieurement, malgré son âge, elle a été bien conservée, je lui dois de la maintenir dans le meilleur état possible, ok? Donc on verra comment récupérer ces chevaux perdus. Pourquoi est-ce que le moteur a été bridé surtout? Bon, pour cette petite séquence, je me suis mis à ras de l'écran, je te laisse tout cet espace-là pour afficher les trucs. Donc, les Calibra ont été produites avec plusieurs motorisations, mais aucune d'entre elles n'a une cylindrée inférieure à 2 litres. Il y a bien évidemment les 2 versions 16 soupapes dont je viens de te parler juste avant. Le premier moteur Red Top qui développait 150 chevaux avec un allumage dynamique. Mais hélas, la norme Euro étant tombée, ces allumages-là étaient interdits. Donc il fallait des allumages avec bobine gémostatique. D'où l'apparition du X20 XV. Ce moteur développait une puissance de dingue et un couple de dingue aussi. Et il faisait de l'ombre au V6. Parce que forcément, si tu fais une gamme de moteurs, il faut que tu la justifies par différents paliers de puissance, de couple, etc. Tu vois, pour un agrément de conduite différent en fonction de la motorisation choisie. Donc le V6, parlons-en tout de suite. C25XE ou X25XE qui développe 170 chevaux. C'est un 6 cylindres de 2,5 litres. Et enfin, il reste la motorisation la plus saucissonneuse. Le 2 litres 8 soupapes qui très étrangement s'appelle GT. Donc la Calibra avec ce moteur là c'est une Calibra GT. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois qu'un coupé sortait avec une motorisation dégueulasse, il fallait qu'on lui donne un petit titre sportif pour justifier son existence. Par exemple, bon tu vois la Calibra c'est une GT avec un 2 litres 8 soupapes qui développe 115 chevaux. Hein, et le Corrado, pour faire un petit parallèle, pareil, il est sorti avec une motorisation archi pourrie, un 2 litres 8 soupapes qui développait aussi 115 chevaux, ben ils l'ont appelé GTI. Hein. Tous les autres Corrado, ils ont des noms sexy, tu vois, 16S, VR6, G60, et ben le clochard, c'est le GTI. C'est marrant, hein, c'est drôle. Donc, je t'ai parlé de tout ça. Concernant les V6, il y a une particularité. En fait, en Allemagne, à l'époque, il y avait la course qui s'appelle DTM, Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Pour ceux qui ont joué à Gran Turismo, connaissent le nom par cœur. Hein. Je suis pas un allemand-ophone. Comment on dit ça? Les ingénieurs ont pris le V6 de 2,5 litres. Ils l'ont gonflé à 3,2 litres. Lui ont fait dégueuler la puissance stratosphérique de 570 chevaux. À 12 750 tours minute. Quand tu vois sa photographie, tu comprends tout de suite qu'un truc qui va pas. Hein. Déjà, la boîte de vitesse, on dirait un building. La transmission du couple roue avant se fait par intermédiaire d'espèces de rouages en titane enfermés dans des carters en magnésium. C'est un truc de fou. J'aimerais vraiment savoir s'il existe un musée où je peux aller voir cette machinerie de mes propres yeux, tu vois. Voilà, on a fait le tour des moteurs. C'était pour faire bouillonner les propriétaires de ces ventelettes. Bien évidemment, il a existé la version ultime, la plus recherchée, la plus naze. Donc la Calibra Turbo, moteur C20 LET, donc 2 litres turbo 16, 204 chevaux, 280 newtons. Plutôt correct pour l'époque, en sachant qu'en stage 1 avec une puce à 39 € sur eBay, bah, tu passes à 260 chevaux parce que les internes ils sont quand même assez sérieux sur cette motorisation là. Malheureusement, hélas, quand bien même une boîte 6 vitesses, c'est le seul modèle qui dispose de la boîte 6. Même les V6 sont toujours en boîte 5, hein, d'accord? Malheureusement, disais-je, la transmission intégrale, c'était les transmissions des années 60. C'est-à-dire que si tu avais une usure de pneumatique différente à l'arrière et à l'avant, eh ben en fait, tu risquais de flinguer le différentiel. Alors que sur les versions 4 roues motrices d'aujourd'hui, je veux dire d'aujourd'hui, je t'en prends une que je connais à peu près par cœur, la Golf 4 V6,
qui a un coupleur Haldex, donc un embrayage électro-hydraulique. Tu peux rouler avec du 15 pouces devant, du 16 pouces derrière. Le calculateur, il en a rien à foutre. Lui, il va tout le temps te faire un calcul pour te donner la bonne transmission. C'est trop bien fait. Qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Si tu crevais un pneu, que tu laissais tout le système en marche, tu t'arrêtais, tu démontais, tu mettais une autre roue plus petite machin, et ben, tu déglinguais tout en 2 secondes. Comme le Scénic RX4, etc. Bon, c'est pas le sujet, on poursuit la vidéo. C'est qu'on trouve la fuite d'échappement. Je pense que c'est le collecteur qui est fissuré, mais ça, faut démonter pour valider la chose. Parce que je soupçonne que c'est cette importante fuite d'échappement qui génère une fausserie du calcul de richesse par la sonde lambda. Et c'est ce qui fait qu'elle accélère toute seule. C'est le phénomène que je constate à chaque fois sur les A3 3,2 litres et les longues tresses kebab là, qui se bousillent et du coup ça fausse tout. Donc je vais démonter ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce genre de visserie. Ça c'est du Opel, hein, donc bon. Je vais chercher l'outillage nécessaire et go. Comme d'habitude, on s'inspire de la dégueulasserie ambiante. Faire comme le savent les habitués. Ce sera bientôt un souvenir lointain. Autrefois, je comprenais pas, parce que j'ai commencé par les Tigras, souvenez-vous. Je comprenais pas pourquoi les échappements se trouvaient de l'autre côté. Tu sais, sur les Volkswagen, notamment le R6 12 soupape, quoi. Et le 24, etc. Mais bon. Exact. Je me suis dit, pourquoi l'échappement est là-bas? C'est nul. Mais en fait, non, c'est pas nul du tout. Parce que là, tu as le radiateur d'eau devant. Donc, quand tu as l'échappement qui passe à ras, c'est pas très stratégique en fait l'échappement vers l'avant. Ça passe sous le carter, c'est chiant. Tu veux faire un carter d'huile, il faut que tu démontes l'échappement, tu vois. Tu sais à quoi je m'attendais? À une big fissure juste ici. Ouais, ici, mais... Parce que c'est ici qui fissure ceux-là. Là. C'est là. Le joint est pété là, ici. Donc c'est le joint de derrière qui est naze. Regarde. Regarde toute la suie qu'il y a sur le couvercle ici. Ok. On va commander le joint. Pour eux, ce n'est que quelques instants, mais nous, il faut qu'on attende le délai de livraison. Ne vous avais-je pas dit que pour vous, ça ne durerait que quelques instants? Moi, ça fait plus de 10 jours que j'attendais ces foutus... ce foutu joint. Ces moteurs-là, de ces années-là, faut les démonter en miettes, petites miettes, revoir tous les conduits, tous les tuyaux, tout ça, tout ce qui pourrait être craquelé, etc. Revoir le faisceau, éliminer toutes les saloperies qui ne servent strictement à rien, comme cette saloperie, ça, tout ce que tu vois là, tout sur le côté, il ne devrait rien avoir ici. Pompe à air secondaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre sans déconner? Regarde la longueur de la vis. Coupable et la caillasse. Grande histoire d'amour tout ça. Alors gamin, qu'est-ce que c'est? Un accès extraordinaire au bis ce malheureux. Est-ce que t'as un bon visuel? Oui. Pour que ces petits connards qui se satisfont de ma souffrance puissent agréer mes sincères salutations. Ah oui, c'est vrai, ce cliquet il bloque. J'avais oublié ça. Ouh, yeah. Non mais c'est que ça coopère en plus, hein, sans déconner. Ça coopère. Il y en a 3. Hein. Il y en a 4.
Ah, il y en a 4. Bah oui, l'ingénieur, il te met toujours 3 vis bien. Et la dernière, Et la là-bas dans dernière, le fond. il dit, allez, cherche, petit bâtard. Ça Ouais, dépend c'est ce bon. qu'il avait bouffé à midi, tu vois, quand il a fait le plan d'échappement. Les 3 premières vis, apparemment, il a bien mangé le mec. Hein. Il a dû aller chez Gur. Et puis pour la dernière, il a voulu prendre sa femme à levrette, elle a dit, non, j'ai mes règles. Ah, t'as tes règles? Attends. La dernière vis, on va te la mettre dans un coin, mon pote. T'es pas prêt. Tu vas réfléchir 67 fois. Bien sûr, le machin. T'as besoin il d'un bouge. petit coup de main pour que je les mette dedans? Non, c'est mon combat, c'est mon défi. Ah, c'est mon fils, ma bataille, gamin. Chac. Et la dernière. Et bien sûr, c'est la dernière qui grippe. Allez, putain. Vas-y. Attends, je rêve ou je vois des... Ah, putain, génial. C'est pas vrai. T'as vu ce qu'ils ont fait? Tu le vois pas encore? Non. Ils ont fait des petites lumièrettes pour que tu coulisses et que tu n'aies pas besoin de retirer les vis à 100%. Ah oui, oui, d'accord. Incroyable. Oui, oui. Non, en fait. Cool. Celle du fond aussi, tu crois que t'as bien dévissé? Je pense pas. Hein. Quel fond? Là-bas? Ouais, la dernière. Ah, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit qu'ils ont fait en sorte que tu puisses les laisser, les vis, justement. D'accord. Avec ta tête de chat de feu vert. Là. De chat de feu vert. Tu vois ce que je te disais, c'est que le... Oui, c'est ça. En fait, ils ont laissé 2 vissons Oui, oui. pour que tu puisses le coulisser dedans. Ça, c'est cool. Hein. Bon, ben, le joint, je te fais pas un dessin, hein, il s'est écarté ici, il est tout cuit, tout raide. Il a commencé par flasher là. Puis tu as une propagation. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les conduits. Est-ce qu'il y a du calcaire dedans? Non, il n'y en a pas. D'accord. Ça faisait un moment que la fuite, elle existait. Oui. Non, c'est propre. Elle a vraiment ses 150 000, je pense. T'as filmé dans les conduits ou pas? Oui, oui, bien sûr. À l'intérieur, hein. Ouais, trop. T'as vu les soupapes ou pas? Ah, attends. Je vois une Ils queue. vont pas nous croire qu'il y en a 16 aussi long. Ah, putain. Bon, très bien. Et bah, changement des joints, et puis c'est... Ah, voilà, je me disais bien. Il manquait un truc ici. D'accord. Donc il manquait une vis. Bah là, il faut la changer. Hein. Bah ouais, mais comment veux-tu... Ça c'est un bout de bloc là. D'accord, attends, je réfléchis. Contre-coup, ça va pas... Il n'y a pas assez de longueur. Je suis sûr qu'il y a un mec qui a la solution et il a envie de nous le dire, mais on l'entend pas en fait. On l'entend pas parce que Internet c'est dans un seul sens, c'est pas si binaire. on faisait un live, on aurait pu nous aider. Hein. Pas faux. Alors gamin, mon idée lumineuse, regarde. J'ai engagé un écrou sur le peu de filetage qui restait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser. Maintenant, le moment de vérité lunaire. Yes, putain, tu vois derrière comment ça fait hein? Tu vois la poussière qui tourne, approche-toi, gamin, ça tourne, malheureux. Conne. Regarde ça, bien écraser le bord. Voilà. Je pense qu'on va changer, on va changer les tiges filetées. Je vais en mettre des nouvelles, des Volkswagen. Bon, j'ai remis tous des goujons. On dit goujon, tige filetée, boulon, écrou, je suis perdu moi, je sais plus qui je suis. J'ai remis des trucs, voilà, tout est en place, tout est carré, tout est net. Voilà, c'est très bien. Oui, oui. Donc ici, ce sont ces vissons là, ça me trouve le cul de remettre ça, mais bon. Ils se sont retirés avec une telle facilité que les remettre relève tout simplement du bon sens. Go. Je déteste avoir un truc, tu sais, du 13, du 12, du machin. Je hais de toutes mes forces.
ce soit le même outil partout. Bon, je pense que tu peux couper la caméra le temps que je sers toutes ces choses. On se retrouve juste après. On fait du remplissage. T'as pas un petit sujet de discussion à lancer là? Une collègue de travail qui a une mauvaise haleine, des trucs comme ça. La mauvaise haleine vient de quoi? Est-ce que tu le sais toi? Mais je ne sais pas. La langue? Oui, exactement. La langue. J'ai appris ça dans Beverly Hills. Tu vois que d'avoir des sœurs, ça sert à quelque chose. Et il y avait le mec, l'acteur Steve là. Il jouait le rôle d'une bactérie. En fait, ils étaient sur scène, ils faisaient les cons au lycée là. Il disait, oh là là, on est sur la langue, à cause de nous, la mauvaise haleine, machin truc. Et il y a une meuf qui lui a joué un sale coup, qui lui a piqué ses affaires, du coup il s'est retrouvé à poil sur scène. Et au lieu que ça lui tape la honte comme la meuf l'aurait voulu, en fait, les meufs elles étaient folles dans le public, tu vois, genre, ah génial et tout. Puis du coup, les hélicoptères, j'ai le con. Enfin... Drôle de série, hein. Je ne vois pas où est ma main là. Voilà, donc quand on éclaire convenablement, ou sinon, d'accord. Et c'est ainsi qu'il a eu un cran dans la tête. Non, je crois pas. C'est parce que c'est un cran. Alors c'est peut-être pas le mot officiel, mais tu sais, sur le crâne, c'est d'avoir une blessure qui a cicatrisé bien sûr, mais qui fait que les cheveux ne poussent plus à cet endroit-là. Comme Enfin, toi. nous on appelle ça un T'en as cran. une, toi? Ah, je me suis pris une poignée, mon pote. Paf. Bah déjà, t'as le daron qui est un tireur d'élite de sandalettes. Ou d'autres choses d'ailleurs. Hein. Je les ai eues, moi, les sandalettes. Sérieux? Est-ce que tu devais la rapporter après l'impact ou pas? Ah non, ma Pas à ce mère, elle point-là. partait avec ça. Nous, c'était la louche. Ah non, non, mais... Pas la cuillère en bois, la louche. Mais c'est bizarre cet ustensile qui servait à battre ses enfants. En fait, le martinet... Non, moi, c'était martinet. Non, mais en fait, le martinet, tes parents étaient riches, donc ils ont pu en acheter un. Ma mère était tellement pauvre, elle allait certainement pas investir 10 ou 15 francs dans un martinet, alors que la cuillère en bois était à disposition. Ah. Allongé par terre dans ma caillasse, frérot. Et voilà. Tac. Le merdier là-bas. J'ai tellement pas envie de le remettre ce truc. Mais bon. Son heure viendra plus tard. Le tuyau lié. C'est ça. Des swan. Ça peut choquer que je remette un joint dégueulasse sans rien, mais en fait c'est de l'air qui passe ici. C'est juste de l'air. Donc c'est pas... On s'en fout. On s'en fout. Pour faire simple. Là, je rebranche le petit tuyau à sa place. Voilà, tu te mets. Bordel. Là. Alors, on a gagné combien de chevaux, là, à ton avis? Quelle belle gueule que t'as. Avec cet éclairage là. Extraordinaire. Ça, c'est une femme en or massif. Et comme toi, il n'y en a plus. Non. Heureusement. Heureusement pour les autres. Mais t'es un salaud. Persécuté jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Je suis là à me geler les mains, là, juste pour tenir une lampe et filmer. Ah là là, madame Eh, Coupablet non, pensait que ça filmait. T'avais déjà commencé bien avant que j'arrive. D'accord. Ne m'accuse pas de quoi que ce soit. Très bien. Enlève-le, recommence. Non, c'est bon. Ils ont bien vu, je viens de rajouter une tôle en gros. Quintol. Tintol. Le roi de la tôle. Ce carton s'est tellement bien prêté au jeu que je pense que je vais l'embaucher, tu vois. Ça va devenir mon assistant. Il va savoir tenir la caméra. Non. Les câbles, ils sont trop propres, dis donc. Alors ça, apparemment, ça serait un outil qui permet de tractionner
les câblons. Est-ce qu'ils fonctionnent? Oui. Putain, c'est quoi cette électrode toute bizarroïde là? T'as vu ça? Elles sont récentes, hein? Ouais, elles ont pas l'air... c'est pas moche. La nouvelle bougie n'a pas la même gueule. Non. Bah écoute. On verra bien, gars. Il est trop bien ce petit crochet là, bon sang. Et il était encore Attends, sur, je vais. Bah tu vois, regarde. Hey. Les bougies n'étaient pas serrées, je viens de la desserrer la main là. Et c'est gênant? Parce qu'elle tournait bien. Tu rigoles ou quoi, l'accélérer toute seule? Bah j'ai jamais... Enfin... Je l'ai pas beaucoup conduite, hein. Bah, tu me poses la question, est-ce qu'elle tournait bien? Je te dis non et tu te justifies sur le fait que tu n'étais pas au courant qu'elle ne tournait pas bien. C'est un truc de femme ça. Il fait jour dehors? Ouais, c'est bon. Bah je pouvais pas le savoir, hein, je suis enfermé. Pardon? Quoi, c'est vrai? Bah je t'ai posé la question parce que je m'en suis pas rendu compte, moi. Ah, c'est plus grave là du coup, je comprends mieux. Ah oui, ah, justifie-toi, c'est tout à fait normal. C'est de ne pas se rendre compte qu'elle tournait pas bien alors qu'elle accélérait toute seule et qu'elle faisait la cinglée. Je pense que là je suis pas d'accord là. Ça mérite un rapport détaillé. Est-ce qu'elle était pas serrée? Putain, elle était pas serrée, j'y crois pas. C'est fou ça. Il se passe un truc sur Instagram, c'est extraordinaire. Tu vois un commentaire relativement pertinent, un truc sympa à l'œil, tu vois, pas forcément drôle, mais pertinent. Toutes les vidéos de la même famille, on va dire, et bah tu retrouveras ce putain de commentaire. Play stupid games, win stupid prizes. C'est quoi leur problème à copier les gens? C'est fou ça. Bougie changée, ok. Eh ben écoute, je pense que tu vas pouvoir nous faire un démarrage lumineux. Ça vient d'en bas en fait. Ouais. Toi tu l'entendais de là-bas? Ouais, là. D'accord, moi je l'entendais d'ici. Donc c'est l'espèce de Y de merde là qui est dégueulassement foutu. Donc je vais démonter la descente complète. Du coup j'en ai profité pour vidanger. Parce que depuis que j'ai ce véhicule, j'ai pas vidangé. Ouais. Le filtre à air. Ils avaient mis, enfin il ou elle, va savoir qui, peu importe, un espèce de filtre à air. C'est stylé, hein, faut dire la vérité, ça a du style, le petit truc orange de fusée, tout ça. Non, c'est pas mal. Dans une coquille, très certainement en fibre de carbone de la NASA, avec un bon mètre 50, non 1 mètre, de gaine, et au bout de la gaine, hein, cette espèce de turbine qui bien sûr augmente les performances à hauteur de 70%. Voilà. Donc là, bah, je retourne sous le véhicule, je vais retirer les 4 vis qui étaient là, et les 2 vis que je vais te montrer de Swift. Alors, ici, tu as un système assez archaïque qui permettait, je m'excuse pour l'erreur, eh bien, une certaine forme de mouvement, tu vois, puisque en fait le moteur, à chaque accélération, eh bien, il bouge. Bon, ici même, le joint graphite. En fait, avant l'apparition des tresses d'échappement, qui sont conçues pour amortir les mouvements moteurs, etc., ben, il y avait ces systèmes-là, en fait. Donc ici, tu as cette partie qui est un petit peu sphérique, et en face, tu as une partie sphérique aussi, et du coup, il y a une espèce de mouvement qui est possible. Alors évidemment, quand le joint est oxydé comme ça, et qu'en plus, des gens rajoutent de la pâte à joint, je te jure, pensant que ça va étancher le machin, bah forcément, il n'y a plus d'articulation possible. Et du coup, vu qu'il n'y a plus d'articulation, bah à chaque fois que le moteur accélère, il tire sur l'ensemble de la ligne, et c'est ça qui génère des micro-lésions, des fissures, etc. Comprends-tu? Donc en fait, ces joints-là, il faut absolument les maintenir en état. Et sur les... Je fais une petite aparté comme ça, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'un pilier national du VR6 en France, n'est-ce pas? Et ben, figure-toi que quand tu installes un collecteur en inox, quel que soit son niveau de qualité, on s'en fout, généralement, tu as une fixation comme ça sur la partie basse,
Et il faut absolument ne pas serrer trop fort et laisser un mouvement potentiel. Parce qu'on sait bien que les VR6, les supermoteurs, hein, c'est pas trop ça. Donc du coup, c'est un moteur qui gigote beaucoup. Et donc forcément, on peut générer des micro-fissures, des cassures de la ligne d'échappement à cause du fait qu'il n'y a pas cette permission de mouvement. Alors, cette énorme fuite était générée par quoi? Et bien en fait, la descente, qui est ici, elle était ultra fissurée. Alors, j'ai pas pensé à filmer la fissure. J'étais trop pressé de la faire souder. Donc, je suis parti voir mon très cher Corentin. Corentin de Crazy Build. Donc il m'a soudé ça et j'ai même pas pensé à ni le filmer pendant qu'il faisait l'opération, ni quoi que ce soit. On était dans des discussions, fou rire, etc. Enfin, tu connais. Avec Coupable, il y a la garantie 6 fou rires par jour. La raison du démontage, c'est cette saloperie qui s'est pété dedans. Alors je vais essayer avec la clé à griffe. Normalement, clé à griffe, ça coopère. Hein. Bon, la clé à griffe n'y a malheureusement rien fait. Il n'y avait pas assez de dépassement de tiges filetées, on va dire. Donc, je dois percer. Alors, comment faire pour percer bien au centre? Parce qu'il faut absolument percer au centre. Enfin, absolument. Des fois, j'ai déjà fait des évasements sur le côté. C'était pas non plus la mort, mais pour que ce soit bien étanche, idéalement, il faut percer au milieu, tu vois, de la vis. Donc, il faut commencer par un tout petit pointu. Moi, ici, j'ai un tournevis que j'ai modifié en pointe. Je le mets sur le milieu comme ça et je mets un grand coup, paf, pour bien viser le centre, pour guider le premier fourré qui est un fourré de cette dimension siffle. Comprends-tu? Ensuite, je le fais traverser complètement. Vous voyez, il passe au travers, là. Là, c'est pour qu'il soit bien guidé, bien centré. Voilà. Là. Ensuite, un petit peu plus grand. Comprends-tu? Donc là, toujours par étapes, et bien évidemment, le tout graissé d'huile de coupe. Bon, le troulier est fait, donc le restant de vis est dégagé. Je suis très content d'avoir pu centrer au maximum. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est remettre un coup de tarot pour recréer un filetage propre. Et puis j'en profiterai pour faire les autres, parce que quand tu vois la gueule qu'ils ont, tu te dis, je comprends qu'il y a une vis qui est finie par casser. Surtout quand tu vois la gueule des vis que j'ai réinstallée. Hein. Ça, c'est ce que j'ai démonté quand j'ai fait le premier démontage. Et j'ai jugé bon de remettre les mêmes. Là, je t'ai dit, l'alcool, c'est costaud. Hein. Donc, imaginons, t'as pas de vis. Donc la vis a cassé dedans, tu n'en as plus, tu sais pas comment faire, tu es complètement perdu, tu vois. Il existe cette espèce de calibrateur, mesureur, appelle ça comme tu veux, qui va te permettre, je sais pas si on voit les chiffres, yes, tu vois ici, en fonction du filetage, tu vas pouvoir déterminer c'est quoi le filet. Donc d'abord, il faut déterminer le diamètre, donc ça c'est avec un pied à coulisse. Donc les experts reconnaîtront bien sûr du M8 par 125, hein, mais bon, on va faire semblant qu'on n'est pas au courant. Donc je démarre le pied à coulisse, je l'écartèle, je rentre ici la vis, je vais obtenir 7,8, un truc comme ça, donc 8 forcément. Ensuite, pour le filet, c'est simple. Là, je sais que c'est du 125, mais bon, je vais quand même faire semblant. Je le mets dessus et en fait, les dents vont parfaitement se mettre sur les filets, d'accord? Et si c'est pas du 125, c'est du 150, c'est du machin. Enfin, 150 pour des petits trucs comme ça, c'est assez rare quand même. Hein. Et ben voilà. Donc ensuite, tu prends le tarot en fonction. Tu vois, c'est marqué juste ici. Je te mets dans le bon sens en plus parce que voilà, je suis un bon gars. M8 x 125. Il s'avère que celui-ci, vu que c'est un tarot que j'utilise très souvent, je l'ai inséré de force dans une petite douille, comme ça je peux utiliser le petit cliquet. Ouais, parce que les tournes gauche, alors soit il en existe un Facom Glingandang spécialiste, quand tu serres ça serre, je ne connais pas, à titre personnel, un tourne gauche, quand tu serres un machin, ça ne bouge plus. Toujours ça prend du jeu, ça finit par balloter, à tourner dans le vide, ça me rend fou, ça me rend dingue. Donc, pour ce qui est de celui-ci, je l'ai mis dans une douillette. Je vais, grâce à l'huile de coupe, refaire le filet et on sera fin content et je vais refaire les autres en même temps, gamin. C'est parti. Bang! Écoute, j'ai cherché de la vis inox, j'en avais pas et je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre, un peu comme sur les culasses, des tiges filetées avec des putains d'écrous en cuif. Ça, c'est que de l'échappement. Hein. Ça, c'est 2-3 moteurs que j'ai démontés à droite à gauche. Et enfin, je me suis dit, mais ça, frère! Donc au départ, je voulais partir sur de l'écrou un peu comme ça, tu sais, d'une hauteur faible, mais étant donné que ça doit quand même tenir la descente, je me suis dit je vais plutôt partir sur quelque chose qui prend en charge tout le filetage. Alors j'ai mesuré, hein, je viens de faire un essai, j'ai posé la descente dessus, j'ai mis ça,
Ça dépasse encore de 2 mm au-dessus, donc ça c'est parfait parce que vu la longueur, ah, t'as bien 12-13 mm de filetage x4, c'est à vie. Et ça c'est du cuif, et ça c'est du l'inox. C'est-à-dire dans 120 millions d'années, ouais, cognac. Tout est remonté. Donc théoriquement, hein, mais tu connais les théories, ça devrait plus fuir. Ah putain, quel bonheur. Fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais c'est quoi? C'est le rupteur ça. En fait je ne savais pas qu'il y avait un rupteur dessus. Parce que je montais les rapports, enfin... Arrête de rigoler, je te jure que c'est sérieux. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai toujours considéré que ceux qui faisaient les cons au run, mais je parle des runs de pauvres, tu sais, c'était des cassos. Mais non, en fait non. C'est pas des... C'est le diable. En fait, quand t'entends le rupteur, c'est comme si ton cerveau il avait été codé pour que ta jambe droite, elle écrase tout. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu le rupteur, j'ai vrillé. Je me suis excusé. Hein. Après, la voiture, je lui ai parlé et tout, je lui ai dit pardon et tout. J'ai été lui mettre du 98 chez Total, j'ai caressé les pneus, tout ça. Enfin, je les ai même... Allez, tu sais quoi, les pneus, on change les pneus. Regarde-moi ces magnifiques jantes. Elles ont été rebuildées, pour ainsi dire, par mon petit Pierre. Epoxy sablage Lille. Je te mets la bannière, je te mets le lien dans la description. Pierre, c'est un tueur. C'est magnifique, elles sont magnifiques. Je pense que vert et noir, ça fait un petit style. Ça fait chocolat menthe, réglisse bleu pâle. Ça va être très stylé. Alors évidemment, ces jantes sont en 5 par 100, donc il y a besoin de mettre des cales. Je t'explique ça tout de suite. Alors, ici, ces cales font très exactement, gamin, 20 mm hausse. Ce sont des cales de changement d'anthrax. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça fait un carré, ici même. Et bien ça, c'est ce qui va être fixé sur le disque de frein, en fait, sur le moyeu. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera utilisé pour visser les jantes dessus. Donc il y a ces vis-là qui vont là-dedans. Et qui viennent à rase. Okay. Et ensuite, on a les autres vissons qui tiennent la jante. Donc je peux installer des jantes en 5 par 100. Pourquoi je te parle de l'épaisseur et tout? Parce qu'il y a un calcul à faire avec ce qu'on appelle le ET. Le T, c'est le déport, si tu préfères. Sur les Opel, le T est énorme. Il est de 49. Donc on va dire 50 pour arrondir. Les jantes que tu viens de voir dehors, c'est ET 35. C'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des fans de mobilette dans le public, mais si c'est le cas, bah écoute, ravi de te faire plaisir. Hein. C'est quoi ces freins? On est à l'avant là, hein. On est à l'avant du véhicule, hein. On est à l'avant. C'est quoi ce putain de délire? Tu vois, là on est à l'arrière, et ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait les Calibra, ce sont des châssis 4 roues motrices. Gaspillés en traction. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? En fait, tout le train arrière, il pèse 518 tonnes. Il y a hyper moyen d'alléger tout ça. C'est ça. Il y a de l'oxydation de surface, bien évidemment, mais c'est du surfacique, quoi. Il y a une belle ligne complète, mais on va refaire une autre ligne. Ou au moins un décata pour compléter cette ligne-là. Alors, je viens de parler de suppression de catalyseur. Je ne voudrais en aucun cas que vous pensiez que je suis un bousilleur de la planète. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vouloir polluer ou je ne sais quoi, comme beaucoup de gens font, et je dénonce. Je condamne. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les catalyseurs, il y a de l'or. Il y a de l'or, du platine, tout ça, et ça se trouve où ça? Dans des mines. Tu sais que il y a des pays où les enfants ils sont envoyés pour aller creuser, chercher ces trucs-là. Moi, je préfère que les enfants ils jouent à la Switch, tu vois. Bomberman, Zelda, tout ça. Ça me fait chier qu'ils aillent creuser et machin truc. Donc, voilà. En les enlevant, je ne l'use pas. En ne l'usant pas, je ne serai pas amené à le changer. En ne le changeant pas,
Premier point, c'était ça, protection de l'enfance. Deuxièmement, vous savez que puisqu'il y a de l'or dedans, ça attire les voleurs. Il y en a qui piquent les catalyseurs. Vous avez déjà vu les vidéos sur Instagram, tout ça machin? Les mecs, ils lèvent la voiture au cric. Donc déjà, bon, il sait peut-être pas où il y a le point de levage. S'il met le cric au mauvais endroit, il va déformer le plancher. S'il va en dessous, il commence à disquer. A-t-il des lunettes de protection? Est-ce qu'il a mis des gants? S'il se coupe et machin truc. Et si la voiture elle tombe sur lui, t'imagines? Moi, je me sentir responsable, hein. Même si la police va me dire, mais monsieur, enfin, vous êtes la victime. Moi, je suis une victime, moi! J'ai une gueule de victime, moi! Voilà, j'enlève le kata, comme ça j'évite tous ces problèmes. Je sauve des vies. Oui, on filme le noir, on fait avec les moyens du Nord. Par contre, cette espèce de bas de caisse en plastique, faut vraiment trouver une solution là. Soit polytrol ou soit peinture plastoc là, soit dégagement, parce que là ça fait vraiment dégueu. Par contre, ça fait bien la vue là, tu sais, avec le béquet et tout, ça fait un petit style. Hein. Bon, de retour en plein jour ici. Alors j'ai changé les plaques. T'as changé les plaques, mais il faut surtout changer de médecin. Hein. Parce que ne pas voir, il y a 4 villages entre le pneu et l'aile. Hein. Donc à un moment donné, écoute, je te propose un truc. Là, t'as vu la présentation de la bagnole, t'as vu un petit peu état des lieux, les choses, les machins trucs. On commande des combinés filetés, on va changer ça, faut la rabaisser. Je peux pas laisser ça comme ça. Prochain épisode, qu'est-ce qui se passe? La pose des combinés filetés, il y a tout le système d'échappement, donc collecteur inox complète à installer. On se quitte là? Oui, t'as pas vu grand chose, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux te mettre pour te... Attends, qu'est-ce qu'on leur met? Tu sais à la fin pour dire qu'ils ont pas cliqué pour rien. Tu veux voir quoi? Ah, tu peux pas parler. Mais lui, il va parler à ta place. Il fait partie du public. Public? Ouais. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Tu sais, ah ouais, mais t'as pas de... T'aurais pu mettre des photos de la suite, mais tu peux pas. Non, non, rien à voir avec la calibrant, on met autre chose. Ah, l'avant-time. On parle de l'avant-time, qu'est-ce qu'on met sur l'avant-time? Ben, du travail de qualité avec Thomas Son. Et j'adore, c'est roulable. Et t'as un beau sauron, tu sais, ça enlève un peu le côté aspirateur là, de la Mégane RS. Ok. Encore, mais bon... Ah mais ça c'est un épisode complet ça. Non mais là faudrait mettre un petit truc, tu sais, genre c'est comme tu sais les enfants, tu leur as dit super, il y a des jeux et en fait les jeux ils sont nuls à chier. Puis tu sais t'as la barre à papa pour dire de les calmer un peu. Là il faut leur donner une barre à papa. Vous êtes pas des enfants, t'inquiète, on discute entre nous, hein. Abonne-toi, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. C'est très délicieuse. Vraiment, haja le top. Merci à Thomas Chatrex, très important. Eh oui, Thomas Chatrex, l'entreprise Chatrex. Allez, au revoir et salut, abonne-toi gamin, c'est important. L'abonnement c'est tout ce qui compte. Ça roule, allez. Voilà, salut, voir. Salut.